Les Camerounais ont réagi à la suite de la sortie de Maurice Kamto, l'un des candidats à la présidentielle de dimanche dernier. Le candidat a revendiqué sa victoire déjà lundi, une attitude diversement appréciée. Au Kenya, la Haute Cour entame l'examen de la constitutionnalité des accusations de corruption et d'abus de pouvoir. Philomena Mouili, la vice-présidente de la Cour suprême, est accusée de s'être enrichie personnellement. Au Tchad, à Waria, cette jeune femme de 16 ans attend le procès en appel prévu ce mercredi de son époux, reconnu non coupable de l'avoir kidnappé. Elle dit ne plus croire en la justice. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. La lutte contre les faux médicaments, près de 400 tonnes de ces produits pharmaceutiques ont été saisis en 2 ans en Côte d'Ivoire. La capitale Abidjan abrite le plus grand marché de produits illicites d'Afrique de l'Ouest, d'après le ministère ivoirien de la Santé. L'inspecteur au ministère ivoirien de la Santé l'a martelé avec fierté. Au cours des 2 dernières années, 385 tonnes de faux médicaments, estimés à 100 milliards de francs CFA de pertes financières pour l'industrie pharmaceutique, ont été saisies. Dr Ablé Ekissi s'exprimait lors d'une cérémonie de lancement d'une campagne de lutte contre la vente de faux médicaments en Côte d'Ivoire. Dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. Ils sont réputés peu chers, ils sont au mieux inefficaces, au pire toxiques, voire mortels pour ceux qui les consomment. Quelques 42% des médicaments en circulation en Afrique subsaharienne sont falsifiés, ce qui en fait la région du monde la plus touchée par ce trafic contrôlé par le crime organisé. Cette campagne, qui court jusqu'au 13 octobre, a pour but le changement de comportement sur le danger lié à l'utilisation des médicaments de la rue. La coopération internationale et la mobilisation des douanes et de la justice est impérative. Pour faire face au trafic, la France va accompagner la Côte d'Ivoire dans la création de la première autorité ivoirienne de régulation du médicament qui sera chargée de la traçabilité des médicaments de qualité. Les Camerounais ont réagi à la suite de la sortie médiatique de Maurice Kamto, l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle du dimanche dernier. Le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, pour rappel, avait revendiqué la victoire lors de cette sortie effectuée lundi et qui divise l'opinion publique camerounaise. On l'écoute. Les élections du 7 octobre, je pense que c'est une sortie malencontreuse, inopportune. Pourquoi ? Parce qu'il doit attendre que le Conseil constitutionnel camerounais se prononce sur les élections auxquelles il a participé en tant qu'un candidat respectable et respecté. Ce que Kamto a fait, Kamto a déçu la population en déclarant vraiment qu'il était vraiment un vainqueur des élections. Le professeur Kamto, candidat à l'élection présidentielle, a fait une déclaration politique. Que lui accorde, que lui reconnaît l'article 113 du Code pénal qui dit précisément que les résultats des bureaux de vote sont publics. Moi personnellement, je n'aperçois pas les choses telles que certaines personnes le pensent. Je ne pense pas que vraiment avec tout ce que Maurice Kamto a fait pour ce pays, vraiment il pourra se lever un matin, question pour lui de déstabiliser le pays. Sorties sont toutes prématurées de cette esthète des choses juridiques, compte tenu du fait qu'en réalité, il le sait pertinemment, c'est au Conseil constitutionnel de proclamer les résultats. Mais voilà, il me semble que pendant sa sortie, il demande au président Paul Biya de lui céder pacifiquement le pouvoir et que si d'aventure ça n'était pas fait, que ses partisans marchent. Donc ça veut dire que c'est une sortie prématurée, autant... Les questions de violation des droits de l'homme sont légion dans nombre de pays, notamment le Tchad. L'exemple de Awaria est palpable. Donc, cette jeune femme de 16 ans attend le procès en appel prévu ce mercredi de son époux, reconnu non coupable de l'avoir kidnappé. Hawaria Mahamat Abdoulaye dit avoir peur que son mari lui fasse du mal, car Haroun Hissène l'a menacé en pleine audience au palais de justice. La jeune fille dit avoir été séquestrée et torturée pendant plus de 4 mois hors de la vue de sa famille. En effet, Haroun Hissène avait déjà donné une dot à la famille de la jeune fille et aurait accepté d'attendre que Hawaria ait 18 ans pour se marier avec elle, selon le père de l'adolescente.
On est arrivé jusqu'à un endroit où se trouve une voiture et à l'intérieur de cette voiture se trouvent 4 personnes. J'ai commencé à pleurer, ils m'ont attaché les mains et les pieds et ils m'ont mis un foulard dans la bouche. Ils m'ont amené jusqu'à la frontière soudanaise. Ils me frappaient et me faisaient des choses horribles. Je me suis échappé pour me retrouver dans la forêt. Ça fait déjà 2 à 3 ans, mais on n'a pas réussi à régler le problème en justice. Personne n'a pu résoudre mon problème. Je me suis inscrite dans un centre pour apprendre le français, mais là encore, on m'a empêché d'y aller. Mes frères disent qu'il peut me faire du mal, alors qu'eux ne peuvent pas me surveiller à tout moment. J'ai peur pour ma vie parce que même devant la justice, il m'a menacé. La justice tchadienne ne peut rien faire contre lui parce qu'elle est corrompue, donc elle ne peut pas résoudre les problèmes des gens. Saisi en 2016 par les parents de Khawaria pour enlèvement de mineurs, la justice tchadienne a jugé Haroun Hissène non coupable en août 2017. Au Tchad, les condamnations pour violences faites aux femmes ou mariage forcé restent rares. La vice-présidente de la Cour suprême du Kenya, accusée d'abuser de ses fonctions pour son enrichissement personnel, la Haute Cour de Kenya entame l'examen de la constitutionnalité des accusations de corruption et d'abus de pouvoir portées contre Philomena Mouilou. Philomena Mouilou, vice-présidente de la Cour suprême du Kenya, arrêtée mardi pour des faits présumés d'enrichissement personnel, a obtenu mercredi une suspension de l'audience au cours de laquelle elle devait être formellement inculpée. En effet, ses avocats ont saisi une juridiction supérieure et ont plaidé que les charges pesant contre leur cliente étaient anticonstitutionnelles et obtenu de la Haute Cour une suspension de la procédure pénale jusqu'au 9 octobre, le temps de trancher leur requête. Les principales questions que nous avons soulevées devant la Cour sont que le premier répondant abuse de ses pouvoirs constitutionnels en tentant de criminaliser les transactions civiles et commerciales à des fins étrangères à la justice pénale. C'est la question dont est saisi le tribunal. Les prières que nous demandons sont que la Cour annule la décision du DPP d'accuser le pétitionnaire d'infraction criminelle dans une affaire purement civile et commerciale. Tous sont égaux devant la loi et ont droit à la même protection et aux mêmes bénéfices de la loi. C'est exactement ce que nous disions dans ce cas-ci. Pourquoi le pétitionnaire devrait-il être traité différemment des autres personnes? Et la question de l'égalité devant la loi est soulevée. Le pétitionnaire parle du fond en disant qu'il n'y a pas de question de droit importante, mais qu'il s'agit aussi de processus. Philomena Mouilou faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017, une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre 2017, boycottée par l'opposition et remportée par Uhuru Kenyatta. En Afrique du Sud, la médiatrice va enquêter sur des allégations de conduite frauduleuse qui visent le ministre des Finances, Néné. Ce dernier s'est retrouvé dans la tourmente après avoir reconnu s'être entretenu avec un trio de sulfureux hommes d'affaires proches de l'ex-président Jacob Zuma, lui-même cité dans des affaires de corruption. Depuis plusieurs jours, les rumeurs vont bon train sur une éventuelle démission ou une éviction de Lona Néné. Le ministre sud-africain des Finances va faire l'objet d'une enquête menée par la médiatrice sur des allégations de conduite frauduleuse. L'affaire a démarré mercredi dernier lorsque le ministre a raconté à une commission d'enquête qu'il avait été remercié par le président Jacob Zuma pour avoir refusé la signature d'un juteux contrat nucléaire favorable aux frères Gupta, proche de l'ex-chef d'État sud-africain. Lors de son témoignage, le ministre a concédé avoir rencontré les frères Gupta à leur domicile, mais il a catégoriquement nié les accusations de l'opposition qu'il accuse d'arrangements douteux avec les Gupta lorsqu'il était vice-ministre des Finances, puis patron du fonds de pension des fonctionnaires. Au lendemain de son passage devant la commission d'enquête, le ministre des Finances a publié une lettre pour s'en excuser, concédant une faute et une erreur de jugement. Mais loin de calmer les critiques, son courrier n'a fait que relancer les accusations et les appels à son départ. Titulaire du portefeuille des Finances depuis 2014, Lona Néné en a été écarté en décembre 2015. Il l'a retrouvé il y a 8 mois, nommé par Cyril Ramaphosa, le successeur de Jacob Zuma.
La justice néerlandaise condamne l'État à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici à 2020. Ce jugement historique a été rendu lors d'une procédure intentée, entérinée du moins par l'ONG de défense de l'environnement Ugenda, ce dans une action entamée par près de 900 Néerlandais. C'est une ONG qui a intenté cette procédure historique qui lui a donné gain de cause. Le gouvernement néerlandais avait fait appel en mai de sa condamnation en première instance par un tribunal local en 2015. Mais le jugement a été confirmé par la Cour d'appel de La Haye qui a affirmé que l'État agissait illégalement et en violation du devoir de diligence. Jusqu'à présent, l'État a trop peu fait pour prévenir un changement climatique dangereux et ne s'emploie pas suffisamment pour rattraper son retard, du moins à court terme, d'ici fin 2020, le délai pris en compte dans cette procédure. Tout ce qui précède conduit à la conclusion que l'État agit illégalement en ce qui concerne les réductions d'ici la fin 2020 et qu'il doit les réduire d'au moins 25% d'ici la fin 2020. Cette affaire révèle aussi qu'il faut vraiment faire quelque chose avant 2020. Vous ne pouvez pas être à la traîne car chaque jour, vous êtes en retard. Donc, cela fait une différence si vous arrêtez d'émettre en 2030 ou en 2050. La rapidité est la chose essentielle sur laquelle nous devons nous concentrer maintenant. Le plus vite sera le mieux et on devrait réduire le plus tôt possible, arrêter avec le charbon, le pétrole et le gaz. Ce n'est jamais arrivé auparavant qu'un tribunal condamne le gouvernement afin qu'il fasse plus contre le changement climatique. Les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables aux conséquences du changement climatique, une partie du pays se trouvant en dessous du niveau de la mer. Le gouvernement néerlandais a annoncé en mai son intention de fermer les 2 plus anciennes centrales à charbon du pays d'ici à 2025. Les 3 autres centrales restantes qui produisent de l'électricité grâce au charbon devront fermer d'ici à 2030. Les Pays-Bas se sont engagés à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 49% d'ici à cette date. C'est sur cette note de protection de l'environnement que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur Chika se poursuit. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.